Bonjour à tous et bienvenue dans Smart & Strat, votre nouveau rendez-vous sur Bismart. Tous les mois avec Benjamin Griveaux, nous allons passer au crible les stratégies des entreprises. Bonjour Benjamin. Bonjour Florence. Alors bien sûr, les chefs d'entreprise viendront nous parler de leur secteur, de leurs projets, de la façon dont ils voient l'avenir. Et puis on verra aussi avec vous, Benjamin, l'info qui a retenu votre attention. Il y a eu beaucoup d'infos ces dernières semaines, mais il y en a une particulière qui concerne un sujet dont on n'a pas du tout parlé ces 18 derniers mois, c'est la santé. Et oui, c'est votre choix, Benjamin. Ça se porte sur les GAFA à l'assaut de la santé. Après votre choix, ça bouge dans le secteur de nos invités. Dans le monde de la télévision, Alexia Laroche-Joubert, productrice, présidente d'ALP, reviendra notamment sur ce mariage entre TF1 et M6. Et puis, elle nous parlera aussi des nouvelles attentes des téléspectateurs. Bonjour, Alexia Laroche-Joubert. Des bouleversements aussi dans le secteur du tourisme liés à la crise sanitaire, mais pas seulement. C'est ce que nous verrons avec vous, Jean-François Rial. Bonjour, vous êtes le PDG de Voyageurs du Monde, président de l'Office de tourisme et des congrès de Paris. Bienvenue donc à tous les deux. Face à ces enjeux, quel virage stratégique négocier ? Comment avancer tout simplement ? Eh bien, dans Next Step, nos invités livreront leurs orientations pour les mois et peut-être même les années à venir. Et puis enfin, moment très attendu, les bonnes notes du mois. Elles récompenseront les meilleures initiatives d'entreprise, toujours bien sûr dans le domaine stratégique. Allez, Smart & Strat, c'est parti. Et tout de suite, c'est le choix de Benjamin. Et c'est donc le choix de Benjamin, votre choix, Benjamin, cette information discrète qui ne vous a pas échappé. Amazon, le champion de l'e-commerce, se lance dans la santé. Et oui, Amazon, vous connaissiez les livres, vous connaissiez les courses en ligne, vous connaissiez la vidéo et depuis peu, vous connaissiez la Ligue 1. Eh bien, Amazon va aussi s'occuper de votre santé. Il y avait eu une première tentative d'incursion dans le secteur avec un projet qui s'appelait le projet Haven et qui avait été un projet d'assurance maladie sur lequel ils se sont retirés. Ça avait été initié en 2018 avec JP Morgan, mais Amazon n'avait pas dit son dernier mot. Et la crise Covid est passée par là. Alors imaginez, la e-santé, c'est 200 milliards de dollars en 2021, plus 10% par rapport à l'année précédente, et Amazon ne s'est évidemment pas trompé. Alors c'est quoi Amazon Care ? Eh bien c'est un service de téléconsultation qui a d'abord été testé sur les salariés d'Amazon, de la firme, à Seattle, depuis 2019. Pour le dire simplement, c'est une plateforme de consultation médicale, un Doctolib à l'américaine, avec une promesse à la Jeff Bezos, un médecin en moins d'une minute, rendez-vous garanti. Ce service a depuis été étendu cet été, notamment à de nombreux autres États américains. Alors il n'y a pas qu'Amazon, il y en a d'autres qui se lancent dans ce secteur, un secteur en pleine croissance, un secteur juteux. Amazon n'est évidemment pas le seul des GAFAM à avoir opéré un mouvement stratégique dans cette question de la santé. Une info a fuité de chez Apple, l'entreprise travaillerait, alors je ne sais pas s'il y a des Apple Watch autour de la table, mais en tout cas à de nouvelles fonctionnalités de l'Apple Watch, notamment un tensiomètre et puis un thermomètre. Alors évidemment, on peut se réjouir que Amazon, Apple et les autres s'occupent de la santé de chacun, un meilleur accès aux soins, quelque chose de plus agile, de plus moderne, une meilleure vigilance aussi sur les signaux faibles, c'est la médecine préventive et prédictive, mais évidemment, il y a un mais, Florence, c'est que la petite différence avec Doctolib, eh bien, c'est la data. Et c'est l'utilisation des données. Nous avons en Europe le bien connu RGPD qui garantit à chacun que ces données sont protégées lorsqu'on les livre à ces GAFAM. Ça n'est pas le cas aux États-Unis. Et vous imaginez bien que la consultation qui donne lieu, je ne sais pas, moi, on vous diagnostique un peu de cholestérol, et bien peut-être qu'on sera amené à vous vendre sur la plateforme un régime adapté pour faire baisser votre taux de cholestérol. Oui, parce qu'on se dit bien quand même que ces GAFA, ils ont bien une idée derrière la tête. Il est possible que ce ne soit pas simplement de la philanthropie. En tout cas, cette question de l'usage de la data se posera immanquablement aux États-Unis, c'est là le terrain de jeu initial, mais se posera très rapidement demain en Europe parce que est-ce qu'on saura résister aux avantages d'une médecine qui, parfois préventive et prédictive, peut aussi faire beaucoup d'économies à l'assurance maladie et à nos systèmes sociaux. Eh bien, réponse sans doute dans les mois et les années à venir. Alors, je vous vois très intéressés là tous les deux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, de toute façon, je suis par principe pour l'innovation et l'accessibilité globale. Je trouve qu'on voit bien, nous, en France, dans les campagnes, c'est compliqué d'avoir un médecin. Quelquefois, c'est compliqué d'avoir un spécialiste. Donc, tout ce qui permet, d'une certaine façon, d'offrir ce service-là, je le trouve magnifique. On parlait de la data. Évidemment,
il faut que ça soit régulé par l'État. Toute la problématique, c'est que ça soit dans les mains de sociétés privées. Et après, je suis d'accord avec vous, il faudrait interdire certains éléments, dont la publicité. Vous en parliez à l'instant. Je pense qu'il faut également interdire la communication à des tiers. Je pense à des assurances. Imaginez, vous voulez acheter un bien immobilier. D'un seul coup, ils ont accès à des informations qu'ils ne sont pas censés avoir. Et ils vous demandent une police d'assurance exorbitante. Et je pense aussi, parce qu'il y a un élément, c'est que c'est souscrit aux États-Unis par des entreprises. Or, j'ai peur qu'il y ait une disparité de soins. C'est-à-dire que d'un seul coup, en fin de compte, on aille dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'en offrant ce service-là à ses employés, les grosses entreprises ont les moyens d'avoir les meilleurs spécialistes, les meilleurs médecins, et que les petites PME, eux, se retrouvent sur le carreau. Et en fin de compte, on n'offre pas le même service, et donc une médecine à deux vitesses à nouveau. Et oui, ça creuserait encore un peu plus l'écart. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces initiatives, Jean-François Rial? Ça vous fait peur? Est-ce que le risque, c'est pas que demain, quand même, on vende un petit peu la santé comme des pulls, comme des t-shirts? De toute façon, si on prend la problématique de la RGPD et des bases de données, vous l'avez déjà ce problème. Vous l'avez complètement déjà ce problème. Donc de toute façon, c'est pas l'arrivée d'Amazon sur la santé qui va poser ce problème. Il existe en Asie, il existe en Afrique, il existe aux Amériques. Si nous, les Européens, on n'arrive pas à vendre notre modèle à ces gens-là, on va avoir des sacrées difficultés parce que avec toutes ces datas qu'ils vont faire mouliner dans plein de secteurs, et pas que la santé, ils vont nous dominer. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra qu'on choisisse entre nos valeurs et notre problématique économique. Ou alors on mettra des droits de douane à toutes ces entreprises qui utilisent ça. C'est-à-dire que là, on a un vrai sujet. Maintenant, Amazon, c'est une entreprise que beaucoup de gens critiquent, mais qui a un niveau de service exceptionnel. On ferait mieux de la copier sur son niveau de service exceptionnel, ce qu'a dit Benjamin là sur rendez-vous en 1 minute avec un spécialiste. Et puis par ailleurs, la médecine prédictive, le fait de ne pas avoir de médecin dans les zones reculées, c'est donc une avancée fantastique. Ce qu'il faut, c'est garder le plus de tout ça, et puis essayer d'éviter, en particulier ce qu'a évoqué Alexia, qui est évident, c'est que vous allez vendre la base de données à des assureurs qui non seulement vont vous faire plus cher, mais pire que ça, Alexia, ils ne vont pas vous assurer. Ouais, c'est ça le problème. On sait et quand vous évoquez tout à l'heure les médecines à deux vitesses et les gens qui sont riches, les gens qui sont pauvres et qui ne pourront pas accéder à ça, c'est déjà le cas de toute façon. C'est déjà le cas. Donc c'est des problèmes oui, mais faut peut-être qui pas dépassent l'actuel. C'est-à-dire qu'Amazon va améliorer quand même les choses pour les gens avec ce service. Donc c'est vrai que c'est extraordinaire. Franchement, Amazon... Moi qui suis un fou du service et entre guillemets presque un ayatollah du service dans mon entreprise, cette entreprise est exceptionnelle là-dessus. Exceptionnelle. Sur ce sujet, en tout cas des datas et de l'utilisation des datas, il y a une question à mon avis fondamentale et une approche très différente. C'est-à-dire qu'en Europe et en France, on commence par se dire on régule et puis après on voit comment ça se passe. Est-ce qu'au fond, dire, allez, c'est open bar, entre guillemets, pendant 6 mois, 1 an, pour voir jusqu'où on peut aller, et là, on régule, et pas mettre la régulation avant, c'est aussi le pari qui est fait aux États-Unis. C'est très juste ce que dit Benjamin. Et surtout, moi, je dirais que considérer que toutes les données, quelles qu'elles soient, pour n'importe quel usage, sont du domaine privé de la RGPD, pour moi, c'est une erreur. Mais en France, on est quand même très attaché autant les données de la santé, secret médical. Oui, mais en effet, il y a le secret médical et on le voit parce que moi je le vois en télévision. Il y a beaucoup de programmes, par exemple, qui existent aux États-Unis qui révèlent en direct à quelqu'un qu'il est atteint d'une maladie grave. Et donc ça, c'est pas possible. Et heureusement, en France, on est protégé de ça, c'est impossible. En revanche, moi, je rebondis là-dessus. L'intelligence artificielle m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai qu'on a pris beaucoup de retard, nous, parce qu'on régule, comme ce que vous disiez, et c'est dramatique. C'est-à-dire que de toute façon, ça va arriver. Mais là, on a déjà pris le train, à mon avis, même le train de 11h27 alors qu'eux sont partis à 3h du matin. Et donc, ça ne va pas. Et c'est un vrai problème. Oui, mais est-ce qu'il faut laisser ça entre les mains d'Amazon et consorts, moi, je Apple, pense, non, Florence, il ne faut pas laisser ça entre les mains de Amazon, Google, Apple, etc. Mais il faudrait, plutôt que de faire du tout ou rien, réguler de façon ciblée, plus intelligente et imposer aux entreprises extérieures à l'Union européenne les mêmes règles si elles veulent opérer chez nous. Parce que là, aujourd'hui, on impose des règles pour les entreprises européennes, mais les entreprises extérieures, comme c'est très général et que de toute façon c'est toutes les données, eh bien, on va se retrouver en distorsion de concurrence et avec des écarts de compétitivité créative très forts. C'est ça le sujet. Donc moi, je pense qu'il faut protéger les données, mais pas toutes les données, pas tout le temps, pas surtout, et ça dépend des sujets, etc. Voilà. Et sans parler du fait qu'aujourd'hui, quand vous mettez les RGPD dans une entreprise, moi je l'ai vécu chez moi,
C'est un truc de cinglé. Les mecs qui ont pondu ça, moi je considère qu'ils sont des criminels contre l'entreprise. Autant l'objectif est bon, autant la façon... Enfin franchement, Il y a des il ne faut logiciels, pas avoir voilà, dirigé ça- une entreprise pour Non, mais Ça nous, sera- on est en ça- formation de logiciel. ça sera- Non, mais en ce moment. enfin, ça Et sera- c'est surréaliste. Vous l'avez vu, Alexia? C'est l'enfer. C'est surréaliste. Ça C'est sera- une honte. Ça sera l'occasion d'un autre débat. Allez, on poursuit cette émission avec vous, puisque ça bouge dans vos secteurs respectifs. Place au Move. Ça bouge dans leur secteur et tout d'abord dans la production TV. Alexia Laroche-Joubert, vous êtes productrice, présidente d'Adventure Line Production, l'une des plus anciennes sociétés de production. Alors, à votre actif, on va le rappeler, des émissions à succès, Fort Boyard, la Star Academy, Love Story, Popstar, Koh-Lanta, qui vient de fêter ses 20 ans. Vous nous direz tout à l'heure quel est votre secret. Mais tout d'abord, les mouvements dans votre secteur, ça bouge beaucoup. On vient d'apprendre que Vivendi a annoncé une opération à Lagardère. Et puis, il y a ce feuilleton du mariage TF1 M6. On commence justement par ce feuilleton. Vous diriez que c'est un mouvement stratégique un peu fou ou complètement logique ? Alors, c'est un mouvement stratégique évident pour les diffuseurs qui ne doit pas se faire aux dépens des producteurs. Évidemment, on a, et j'en parlais en coulisses, on a assez peu de clients, nous. En tant que producteur. On a France Télévisions, M6, TF1 et les plateformes qui, il faut être honnête, commandent très peu encore localement. Donc, ce n'est pas un gros marché. Donc, il faut faire très attention au principe de guichet unique. Guichet unique, ça veut dire négociation des droits éventuellement en faveur des diffuseurs. Ça veut dire baisse des prix. Et donc ça, on est extrêmement méfiant, évidemment, là-dessus. L'intérêt, quand même, de la chose, c'est que ça rend évidemment puissant. Ça permet, je l'espère, de mettre de l'argent dans la production. Mais il faut voir aussi qu'on parle beaucoup là, dans la fusion, il faut qu'ils vendent pour éviter le monopole des chaînes de télévision, etc. Et moi, je voudrais alerter sur autre chose. Toutes ces deux chaînes-là ont des gros centres de production en interne qui, évidemment, ont accès à des informations privilégiés, puisqu'ils sont directement dans la chaîne, donc ils savent directement ce que le diffuseur veut, et que nous, producteurs, on est à l'extérieur. Et je pense que ce serait pas mal aussi qu'ils se délestent de sociétés de production en interne. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense que ça serait important. Après, un diffuseur heureux, et en général, un producteur heureux. Je pense que par effet de ricochet, on en profite. Et puis, on est producteur de contenu, on aura l'occasion d'en parler, je l'espère, mais la multiplication quand même des diffuseurs, qu'ils soient plateforme, VOD, VSVOD, linéaire, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Et le fait que la plateforme Salto soit justement avec les trois gros annonceurs du marché, qu'est-ce que ça a changé? Et est-ce que, au fond, ce que vous appelez de vos voeux, à savoir chacun se concentre sur son métier, le diffuseur est plutôt diffuseur et puis les producteurs travaillent à côté, est-ce que la plateforme où on a réuni à la fois France Télé, TF1, M6, eh bien, comment ça fonctionne et quel est votre regard sur le lancement de cette plateforme? Alors, c'est une belle initiative. Déjà, je trouve ça fantastique que trois chaînes concurrentes s'assoient ensemble à la même table. La réalité, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de production en interne, que c'est, en fin de compte, c'est soit une primodiff, soit une rediff. Alors l'intérêt, c'est que moi, par exemple, je suis fan de L'amour est dans le pré. Ça me permet de regarder l'épisode de L'amour est dans le pré sur Salto avant de le regarder sur M6. Ce qui va être intéressant, c'est comment le positionnement de France Télévisions par rapport à Salto, alors que les deux vont se réunir. Parce qu'il y a une chose dont je n'ai pas parlé, et c'est vrai qu'on n'en parle pas non plus beaucoup, c'est que la fusion d'M6 et TF1, ça crée évidemment un gros pôle et un guichet unique, mais ça donne une position dominante à France Télévisions par rapport aux producteurs indépendants. Parce qu'en fin de compte, vous voulez vendre votre programme, vous allez voir TF1, M6, alors même s'ils disent qu'il y aura une sorte de China's Wall et qu'ils ne se parleront pas, etc., j'en doute un peu. Donc, on va vendre le programme, ils ne l'achètent pas. Eh bien, il ne vous reste plus qu'un diffuseur qui est en position de force, lui aussi, pour vous négocier. Et donc, en fin de compte, il y a un effet induit qui est pénalisant, qui peut être pénalisant. C'est quelque chose qui vous inquiète? Oui, évidemment, ça nous inquiète. Parce que d'ailleurs, demain, vous pourrez moins négocier facilement, ou moins placer vos programmes, peut-être? Alors, ça dépend ce que va faire déjà l'autorité de la concurrence et ce que va demander l'autorité de la concurrence. Donc, comme je vous le disais, un China's Wall, ça serait nécessaire, mais je pense qu'il y aurait autre chose. Je vais parler du flux. La fiction est préservée par des quotas, c'est-à-dire que les chaînes de télévision doivent investir un certain nombre de leurs revenus dans la production de fiction. Il s'avère qu'il n'y a pas ça dans le flux.
Or, automatiquement, on est en fragilité parce qu'il n'y a pas des investissements nécessaires. Donc, c'est très simple pour eux de nous dire attendez, dans ces cas-là, on ne vous prend pas votre programme et on prendra une fiction. Ce qui n'est pas complètement vrai parce qu'on est beaucoup moins cher que la fiction. Donc, moi, je pense qu'il faudrait le seul moyen pour bien réguler ça, c'est d'avoir des quotas de production indépendantes. Mais quand je dis indépendantes, c'est pas des sociétés en interne, c'est bien indépendant. Et ce n'est pas des sociétés dans lesquelles il y a des actionnariats multiples et diverses. Et est-ce qu'on va, au fond, vers des plateformes de plus en plus spécialisées ou vers des plateformes très communautaires, très larges? Parce qu'on voit aussi les mouvements de concentration. On voit Netflix qui fait 200 millions d'abonnés, ou 209 ou 210 millions d'abonnés, est rattrapé par Amazon en quasiment 24 mois, avec 200 millions d'abonnés. Est-ce qu'au fond, on aura ce mouvement-là qui va s'amplifier, ou est-ce qu'on aura des players qui assumeront d'être sur un créneau très spécifique et avec un contenu très dédié? Alors, les deux, mon général. Les deux, il s'avère que... Alors, ce qui est intéressant, je lisais un chiffre, c'est qu'il y a 340 millions d'abonnés aux États-Unis et ils sont 320 millions. Donc, il y a un moment, on va se poser la question du surabonnement à une multitude de canaux. Et d'ailleurs, moi, ça m'arrive même de m'apercevoir que j'étais abonné à un truc que j'avais oublié, donc je payais 4 € par mois sans m'en souvenir. Il va y avoir les grosses plateformes. D'ailleurs, Amazon est très, très, très offensif. Et c'est vrai qu'ils ont grignoté à Netflix, qui attaquait beaucoup au début. Et puis, alors, je ne pense pas qu'ils se soient endormis. C'est que tout simplement, il y a eu des consortiums très importants. Quand Amazon, en l'occurrence, rachète la MGM, c'est 4000 films, c'est les James Bond, c'est 17 000 heures de programme. C'est un véritable trésor. Parce que dans cette guerre des plateformes, c'est une véritable guerre des contenus, en fait. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est face à une guerre de... Disney a été les premiers à ouvrir la voie en rachetant la Fox. Warner, en s'associant avec Discovery après la suite. Là, donc, il y a cette histoire d'MGM. Donc, on est sur une guerre des contenus. Et Amazon a une puissance qui est intéressante, qui est marketing. Amazon, on en parlait, service exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand ils lancent quelquefois un nouveau service, une nouvelle fiction, vous recevez votre paquet, vous avez commandé une paire de baskets, dans un truc logotisé de la fiction. Donc, en plus, ils ont un marketing qui est en circuit fermé, qui est très intelligent. Pour revenir sur votre question, Benjamin, il y a les gros généralistes qui, évidemment, ont besoin de contenu. Et le flux, et c'est pour ça que je parle de l'importance du flux, et d'ailleurs, elles y vont, c'est que nous, on produit vite, on produit moins cher, et on est en plus très identifié. C'est-à-dire que le contenu fiction, d'un seul coup, vous avez le film, vous l'aviez vu en 2017 sur Netflix, et vous le voyez en 2020 sur Amazon, et vous le verrez en 2023 sur Disney. Alors que nous, le flux, comme il est périssable, il n'est rarement rediffusé. Donc, il donne une valeur d'identité très forte. C'est pour ça que je me bats beaucoup pour le flux. Mais il y a aussi, en effet, des plateformes spécialisées. On voit des plateformes, par exemple, de films d'horreur. C'est drôle. Les plateformes de sportives, évidemment, etc. Donc, je pense que les deux vont cohabiter. Ce qui est sûr, c'est que le panier du subscribers ne va pas pouvoir alimenter une multitude de canaux. On parlait comme ça de Salto, plateforme française. Est-ce qu'elle peut faire le poids face à des géants comme Netflix ou Amazon? Bon, je pense que ça serait malhonnête de même la charger de ça, quoi, de faire le poids. Non, je pense que localement, elle peut avoir une existence. Moi, je dis qu'elle a quand même le mérite d'exister. Puis elle fait... En fait, quand c'est un replay original, puisque c'est un pré-play, c'est comme un préquel, c'est un pré-play. Et ça casse un peu le principe de la série, voilà, quand même, parce qu'on peut tout voir d'un coup. Et peut-être que sur la fiction, peut-être que, comme TF1 a fait des coproductions avec Netflix, on se rappelle quand ils avaient sorti Marseille, qu'ils avaient diffusé le premier épisode sur TF1 et après la suite sur Netflix, de multiplier des financial cross. Donc ça, c'est vachement bien. Après... Voilà, qui résiste déjà. Quel regard vous portez sur ces mouvements, Jean-François Réal? Vous regardez comment la télé? Vous regardez les plateformes? Vous regardez la télé? Vous avez changé vos façons de consommer les programmes? Je suis devenu comme un jeune, c'est-à-dire que je ne regarde plus la télévision. Je regarde en replay. Oui, vous ne regardez plus l'appareil de télévision. Voilà, non, mais c'est la subtilité. Voilà. Enfin, quand on confond, souvent on dit je ne regarde plus la télévision. Voilà. Non, je ne regarde plus les programmes. Non, vous regardez toujours des programmes, vous regardez toujours du contenu, mais vous ne le regardez plus en linéaire sur un poste de télévision. Voilà. À part le sport en direct, où là je peux tout à fait être dans ce cas-là, mais je trouve que c'est un secteur qui vit une révolution délirante, quoi. C'est-à-dire que on aurait la fusion, par exemple, parce que ça m'inspire, hein, mais moi je n'ai pas l'œil expert de Alexia, évidemment, hein.
la fusion M6-TF1. Il y a 10 ans, ça aurait été un truc majeur, énorme, abus de position dominante, etc. Ce qui est peut-être d'ailleurs le cas pour les producteurs indépendants. Mais aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que c'est un épiphénomène. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ces gens vont résister. C'est-à-dire que pour moi, la question, et je serai à la place d'Alexia, je ferai tout pour convaincre toutes ces plateformes qui ont besoin de contenu d'acheter de la production locale. C'est-à-dire que, parce que je pense que ça a beaucoup de sens pour eux, Disney, Netflix et tous les autres, d'acheter de la production locale qu'ils ne diffuseraient que localement sur des marchés ultra ciblés, parce que ça a beaucoup de sens. C'est ça que je ferai à sa place. Alors, ils le font. Mais alors, en même temps, on est hyper fiers d'avoir eu le Bureau des légendes, 10%, Engrenage. Mais bien sûr, et il y a un exemple, moi je Ah ouais. trouve qu'il y a un exemple fantastique, c'est ce que fait Arte. Arte, en termes de diffusion, je ne sais pas si c'est eux qui produisent, etc., mais on voit bien que il y a des capacités d'être sur des micro-niches, un peu comme la plateforme Horreur, quand on a de la valeur ajoutée. C'est un peu le cas du voyage. Hein. C'est-à-dire que soit vous êtes Booking, soit vous êtes voyageur du monde. Eh bien justement, ça nous fait la transition qui est toute trouvée. Jean-François Réal, Non, mais vraiment, on va parler Oui, de je votre... vous souhaite d'avoir plus de clients que Arte n'a de téléspectateurs. Allez, on parle de votre secteur. On précise que vous avez une double casquette, PDG de Voyageurs du Monde, président de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. 18 mois de crise du Covid déjà. Question toute simple, comment va le secteur du tourisme ? Écoutez, il va à la fois mieux et mal. C'est-à-dire que c'est une défragradation. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un secteur qui a toujours pratiquement eu chaque année un gros problème. Moi, j'hallucine, ça fait 25 ans que je suis dans ce métier, et je me souviens du tsunami, du 11 septembre, des attentats en Égypte. Il y a toujours un problème. Bon. Mais là, ça a changé totalement de dimension. C'est-à-dire qu'on avait des graves problèmes. Là, on a un problème extrêmement grave parce que il a des conséquences mondiales, et pour pouvoir se rétablir, il ne suffit pas que ça aille bien en France, ou même en Europe. Il faut que ça aille bien chez nous, et que ça aille bien vers les destinations vers lesquelles on va. Et comme les politiques sanitaires sont très très différentes selon les pays, pour des raisons culturelles, des raisons stratégiques, c'est pas du tout la même chose de gérer le Covid comme on l'a fait en Europe, ou de pratiquer une stratégie zéro Covid comme les Chinois ou les Vietnamiens, ça n'a rien à voir, ou les Japonais. Et donc, on est dans un secteur qui a vu son activité baisser de 80% quand même au niveau mondial en 2020, quand même, c'est quand même pas rien. C'est la première industrie au monde, le tourisme. C'est 11% du PIB mondial, et c'est une croissance de 3-4% par an ininterrompue. Et c'est encore pire en emploi. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'île de France, c'est 12% des emplois. Ça a l'air de rien, mais voilà. Bon. Et donc, aujourd'hui, on est plutôt sur un train qui tourne autour de, en moyenne, 50% de l'activité. Donc, on est très, très, très loin. Et ce n'est pas spécifique à la France, c'est au niveau mondial. Au maximum. Et ça, à mon avis, on n'en sortira qu'en 2023. C'est-à-dire que pour qu'on en sorte, il faut que tous les pays soient sortis de la crise sanitaire. On en est très, très loin, puisque vous avez des pays qui, pour des raisons culturelles, ont décidé de rester fermés. Et puis, vous avez de nombreux pays qui sont très, très mal vaccinés, très, très peu vaccinés. C'est-à-dire que les statistiques qu'on a en Europe, qu'on a aux États-Unis, en Grande-Bretagne, ou même au Japon, qui commence à monter un peu en puissance, on est marginaux, quoi. Donc, finalement, cette crise est extrêmement grave pour le secteur. Extrêmement grave. Et vous évoquiez beaucoup de crises depuis 25 ans. Et au fond, il y a des crises qu'on voit se répéter ces derniers étés, qu'on appelle avec beaucoup de pudeur les événements climatiques. Alors on connaît votre engagement depuis très longtemps sur les questions de changement climatique. Est-ce que ça, pour le coup, ces crises à répétition, alors il y a la question des attentats qui est réelle, parce que évidemment ça se produit sur beaucoup de continents, mais ces questions des événements climatiques, est-ce que ça va changer structurellement, au fond, la manière de concevoir le produit voyage que vous vendez, la manière dont vous recrutez les gens, la manière dont on finance l'activité touriste, dont vous rappelez juste titre que c'est plus de 10% du PIB mondial et donc que c'est évidemment central dans la croissance. Est-ce que ces événements climatiques à répétition changent la donne un peu ? Alors, oui et non, Benjamin. Non, dans le sens où si vous ne prenez que, je ne sais pas quoi, moi par exemple, un énorme ouragan en Floride, etc., l'impact sur le tourisme global, il est mineur. Surtout que les gens, ils ont une capacité à changer de destination à une vitesse dingue, etc. etc. Bon. Donc, je dirais que ces événements climatiques de plus en plus nombreux, de plus en plus désagréables, les canicules, etc.,
ont bien sûr un impact sur notre métier, mais au global, marginal. Bon. Par contre, ces événements-là vont générer dans la tête des consommateurs, des électeurs et des politiques, à moyen terme, une prise de conscience sur le fait que les enjeux écologiques sont devenus stratégiques, majeurs et incontournables. Ça mettra quelques temps, hein. Ça mettra quelques temps. Je dirais qu'aujourd'hui, la principale conséquence pour moi des enjeux écologiques, elle est dans la capacité de recrutement des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plus grande pression, c'est pas les consommateurs, c'est pas les électeurs, c'est les collaborateurs qui imposent aux entreprises de bouger là-dessus, sinon ils refusent d'y aller. Il y a des très grandes entreprises qui avaient la queue jusqu'à la Tour Eiffel pour recruter, qui sont très prestigieuses, et qui n'arrivent plus à recruter des gens brillants. A contrario, dans ma petite ferme du Perche, où je paye les gens pas très très bien, je n'ai que des bac+5 parce qu'ils sont tous motivés pour venir travailler à des conditions salariales basses par rapport à leur diplôme, parce que ça a du sens. Et ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, d'ailleurs, c'est intéressant pour vous, Besmart, c'est les actionnaires. Aujourd'hui, les actionnaires du monde entier, les affreux financiers, hein, comme on dit souvent, eh bien, ils deviennent de plus en plus exigeants sur ce sujet. Bon. Mais au bout de 3, 4, 5 ans, forcément, ça va venir, y compris de la part de politiques qui ont peu de convictions écologiques ou qui considèrent qu'on verra ça plus tard, etc. etc. Et moi, je pense que la bascule va se faire au moment où on va mettre une taxe carbone mondiale, parce que ça viendra, j'en suis certain. Mais pas une taxe carbone à 5 euros ou 10 euros. Hein. Une taxe carbone très sérieuse qui permettra finalement aux entrepreneurs de changer leur comportement et d'être les meilleurs agents du changement de la crise climatique. Alors justement, 50 euros, 100 euros, etc. Et là, forcément, sur le voyage, ça aura des conséquences très très graves parce que là, l'effet prix va bouger. justement, il y a eu les assises du tourisme durable. Hein. Paris, oui. Oui, à Paris. Quels enseignements en avez-vous tiré? Enfin, quel enseignement le secteur en a tiré? Est-ce qu'il y a des engagements concrets qui ont été pris? Alors, les assises du tourisme durable, c'est très bien. J'en ai été le co-organisateur. Je ne vais pas les critiquer. Bon. Mais c'est bien. C'est des politiques, la mairie de Paris, les acteurs institutionnels, etc. Mais tant que les acteurs privés et les consommateurs ne décident pas qu'il faut que ça change, on restera dans les vœux de bonnes intentions, si vous voulez. Vous voyez, c'est-à-dire que ça fait partie de la communication qu'il faut faire, de la pédagogie qu'il faut faire, etc. Mais tant qu'on ne mettra pas, par exemple, au niveau européen, parce qu'on peut faire ça au niveau français, une taxe carbone générale, quitte à donner des chèques emploi énergie aux gens qui sont en difficulté lorsqu'ils consomment du fioul dans les campagnes. Tant qu'on ne fera pas ça, on ne changera pas les choses, parce que ceux qui vont changer les choses, ce n'est pas les États, ce n'est pas les politiques, c'est les entreprises et c'est les consommateurs. Et pour qu'ils changent, il faut qu'on mette des leviers économiques qui fassent qu'ils aient intérêt à le faire. Il n'y a pas de meilleur efficace qu'un entrepreneur pour faire baisser sa charge fiscale. Hein. Il n'y a pas meilleur. Hein. Du coup, l'objectif, est-ce qu'il y a un objectif qui avait été fixé de 100 millions de touristes dans les années là? Alors évidemment, on revient avec le Covid. Est-ce que c'est un objectif qui a encore du sens? Ou est-ce qu'au fond, ce n'est pas ces 100 millions, ce chiffre, ce Graal des 100 millions qu'il faut aller chercher, si dans la tête des consommateurs et des touristes demain, au fond, ils viennent chercher autre chose? Et de ce que je comprends de ce que vous dites, c'est qu'il y a un switch qui est très générationnel. Exact. Moi, les 100 millions de touristes ne me gênent pas. Et même 200 millions, et même 150. La France a une diversité géographique, culturelle et incroyable. Ça dépend si tu les répartis bien dans le temps et dans l'espace. C'est pas un problème. On peut les faire. Et on peut même les faire à intensité écologique meilleure. Donc encore une fois, la problématique du nombre, et c'est le cas pour Paris, hein, moi, j'ai l'adjoint, soyons clairs, hein, l'adjoint à la mer qui me dit tout le temps qu'il faut qu'on n'augmente pas trop le nombre de touristes parce que ça va avoir un impact carbone négatif. Bah, je lui dis, Frédéric, non, c'est pas si simple. Moi, ça ne me dérange pas qu'on ait plein de touristes. Ça dépend de ce qu'ils font et comment ils font et quelle attitude on va générer. Par exemple, sur l'avion, c'est très intéressant l'avion, sur la transition écologique. C'est un des points les plus noirs et les plus pointés comme la viande. L'avion a une spécificité, c'est qu'on ne peut pas faire sa transition énergétique en 30 ans. On ne peut pas. On ne peut pas, contrairement au reste. On peut faire sur l'électricité, on peut faire sur un tas de choses, mais on ne peut pas le faire sur l'avion. Donc il n'y a que deux solutions. Soit on voyage plus en avion,
soit on annule les émissions de carbone de l'avion. Et la seule façon de les annuler, c'est de faire de l'absorption. Et l'absorption, la meilleure façon aujourd'hui, globalement, c'est de planter des arbres. Voilà. Mais de planter des arbres de façon pérenne et additionnelle. C'est-à-dire, nous, on en plante 3 millions par an, alors que si on se mettait dans les objectifs du GIEC, on devrait en planter que 600 000. Mais comme on fait 5 fois plus, ben on assure la pérennité, la durabilité et la crédibilité de l'action. Ouais. Moi, je vois juste, pardon, je pose la question, mais ça m'intéressait ce que vous disiez, comme quoi, en effet, il y a une prise de conscience écologique globalement de toutes les générations. Ouais. C'est pas que, évidemment, on est porté par les jeunes, mais de toutes les générations. Donc, d'après vous, dans 3-4 ans, parce que c'est quoi? Justement, c'est la fin de l'avion? Non. Ça ne sera pas la fin de l'avion, ça sera l'avion plus cher avec une taxe carbone plus élevée. Mais les Donc ça sera le luxe, le voyage sera un luxe. Non, pas forcément, non plus. Non plus, Alexia, parce que vous prenez, imaginons que vous mettiez une taxe carbone à 50 € la tonne. C'est très très lourd, 50 € la tonne. Vous allez avoir un surplus sur New York de 150 €. En gros, New York, donc on est déjà assez loin. Les variations de prix de l'aérien en fonction du remplissage sont bien plus importantes que ces 150 €. Donc celui qui voudra voyager pas cher, modeste, il pourra le faire. Vous voyez? Donc non. Mais bien sûr, ça surenchérira le prix globalement. Mais vous savez, toutes les compagnies aériennes ont toujours hurlé depuis des années et des années sur le fait qu'il y avait trop de taxes sur le secteur aérien et que ça allait les pénaliser. Au bout du bout, l'industrie aérienne est une des industries les plus croissantes au monde et qui n'a jamais été pénalisée par les taxes. Donc moi, leur baratin, si vous voulez, je connais, mais j'achète pas. Allez, vous nous avez déjà un peu emmené vers le futur. On va justement se tourner vers l'avenir avec Next Step. On va voir comment, dans ces secteurs, on l'a compris, en pleine mutation, tous les deux, vous envisagez le futur. On parlera de vos évolutions stratégiques. Mais tout d'abord, on va regarder dans le rétro pour mieux comprendre à tous les deux ce qui a fait votre succès. Alexia Laroche-Joubert, on va parler de vos succès, de vos projets, mais auparavant, on a une petite surprise pour vous. On va écouter quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Patrick Laroche-Joubert. Alexia, ma chérie, tu vas croire que je te poursuis, d'autant plus que je vais te répéter des questions que mon expérience dans les groupes américains m'a paru comme essentielles. Les deux questions sont les suivantes. Où en es-tu de ta réflexion sur les méthodes dans ta société ALP? Où en es-tu aussi sur ta réflexion sur le long terme, dont tu sais que je pense que c'est une réflexion essentielle pour pérenniser et développer une société? Voilà mes deux questions, donc méthode et long terme. Alexia Laroche-Joubert, votre papa est un grand publicitaire, quand même, il faut le rappeler. Papa est un grand publicitaire et on parle souvent de ma maman qui est une grande journaliste, mais en fin de compte, je suis issue des deux et mon père est probablement le meilleur coach que j'ai eu. Alors, sur la méthodologie, je fais mes réunions parce qu'en fin de compte, papa me dit il faut structurer, être méthodique, constamment challenger les gens, faire des réunions avec des points d'étape, etc., etc. Donc, j'essaie de le faire. Déjà, j'ai ma réunion du lundi où je briefe toutes mes équipes, donc je suis à peu près bonne sur la méthodologie. Sur l'avenir, alors ça, c'est très compliqué, parce qu'en fin de compte, c'est quasiment, on en revient au début de notre conversation, le monde de l'audiovisuel bougeant tellement vite qu'il est compliqué d'être visionnaire. C'est-à-dire qu'on est opportuniste, oui, on est réactif, oui, visionnaire, moi, je n'ai pas cette prétention-là. Je regarde un peu où il faut bouger et j'essaie de tenir une stratégie de déjà bien faire ce que j'ai en route. Et quand on parle des 20 ans de Koh-Lanta ou des 32 ans de Fort Boyard, c'est déjà un pari. Et d'être dans la mouvance sociologique. En fait, quand d'être trop en avance en télé, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on ne vous comprend pas. Il faut vraiment qu'on s'inscrive. Quand on lance, par exemple, quand je lance Love Story, j'explique à tous les journalistes que je sens organiquement que je suis dans la jeunesse d'aujourd'hui. Et en fin de compte, on était dans la manifestation de ce qu'il y avait eu précédemment, c'est-à-dire l'apparition des webcams. Et donc, on était dans une mouvance sociologique, mais on était à point nommé. C'est ça qui est compliqué. Être trop visionnaire chez nous, c'est compliqué. Et comment vous répondez aux nouvelles habitudes de consommation? Parce que moi, j'ai 3 spécimens à la maison qui ont moins de 10 ans. Et alors, leur expliquer qu'il y a un horaire pour regarder une émission et qu'il faut s'y rendre, il y a un seul secteur dans lequel c'est le cas, et Jean-François l'évoquait tout à l'heure, c'est le sport. Parce que le match, la Champions League, c'est à 21h et c'est pas après, c'est pas avant. Et si on a raté, on a loupé. Et on a tellement de moyens d'info d'avoir le score que c'est moins intéressant. Donc le sport reste celui où en fait ce sont des rendez-vous très rythmés.
Mais sinon, c'est un rapport au temps, un rapport à la consommation qui est très différent. Et comment ça drive justement la stratégie long terme? Alors, la liberté de consommation, c'est un élément qui est dans toutes les industries. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas dans l'audiovisuel. Et donc, ce qu'offrent les plateformes et ce qu'offrent aussi les replays des chaînes de télévision, c'est cette liberté-là. Donc, alors déjà, moi, sur mes enfants, de toute façon, ils ne me demandent plus mon avis, donc je ne les gère plus. Mais sinon, je trouve que le principe ce qui est intéressant, c'est comment... Alors, pardon, je vais essayer de répondre à votre question, je réfléchis en même temps. J'ai été confrontée, je travaille avec Amazon et Netflix. Et à un moment, ils m'ont parlé du principe de binger. Binger, c'est-à-dire qu'on regarde un épisode, puis on enchaîne avec l'envie d'en voir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Il s'avère que, dans leurs statistiques, si le téléspectateur, enfin leurs subscribers, ne regarde pas le quatrième, c'est un échec. Donc, en fin de compte, la jonction du troisième au quatrième est cruciale. Donc, par exemple, ça, c'est des informations que nous, on absorbe et on travaille différemment. Ce qui est intéressant aussi dans les plateformes, c'est qu'on n'a pas cette notion d'horaire. En France, on a un problème, c'est qu'on fait des programmes extrêmement longs, contrairement aux anglo-saxons. On fait 120 minutes pour un prime, c'est extrêmement long. Alors que les plateformes ont la liberté de vous dire, vous faites 45 minutes si vous pensez que c'est bien, vous pouvez faire 90 minutes si vous pensez que c'est bien. Ça, c'est très agréable en tant que producteur. Mais alors justement, comment est-ce qu'on adapte les programmes? Bon, Koh-Lanta, on le disait, a fêté ses 20 ans. Hein. Donc on pourrait revenir sur les ressorts de succès. Si aujourd'hui vous deviez faire Koh-Lanta, est-ce que vous l'imaginerez, vous le feriez différemment? Déjà, je ne le ferai pas en plein Covid. Oui, bon, enfin, mettons le Covid à part, mais bon, je voilà. Pas vendu. Est-ce que vous imagineriez un autre concept pour justement s'adapter aux plateformes? C'est tellement compliqué parce que quand j'ai pris les rênes de Koh-Lanta il y a 5 ans, enfin, je suis arrivée et par principe, j'observe et après, j'essaie par toute petite touche. Moi, je dis toujours, ces grands barnums comme ça, c'est comme le Titanic. Si vous tournez un peu trop pas droite, l'iceberg est pas loin. Donc, il faut faire très attention et respecter le travail des gens qui connaissent le programme. Je ne sais pas comment je ferais. Je pense que c'est de la haute horlogerie. Personne ne s'en rend compte, mais Koh-Lanta, c'est 1 an et demi de préparation, 8 mois de casting, 300 personnes sur le tournage, des mois et des mois de post-production. Enfin, quand vous parliez de problèmes climatiques, moi, par exemple, les problèmes climatiques, je le sens depuis 3 ans. J'ai des problèmes sur les zones où je peux tourner, parce qu'il y a des transferts climatiques avec des typhons, des choses comme ça. Donc, je dois faire évoluer mes périodes de tournage. Donc, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes sanitaires. Enfin, voilà. Donc, c'est tellement gros que lancer un programme comme Koh-Lanta maintenant, je trouve ça déraisonnable. Moi, je pense plutôt à cette stratégie qui a participé au succès de Koh-Lanta, qui est la fidélisation de familles entières autour du programme. Comment est-ce qu'on fait quand les jeunes ne regardent plus la télé? Alors ça a été la grande surprise du confinement. Alors j'ai reparlé de mes filles. Moi j'ai 2 filles qui, quand j'ai pris Koh-Lanta, elles m'en ont jamais parlé. Ça les intéressait pas du tout. En l'occurrence, j'avais lancé les Marseillais, les Ch'tis et tous ces programmes-là, ou le Zoo, pour ma plus jeune. Ça, elles aimaient beaucoup. Et le confinement a fait que d'un seul coup, on a été, par un hasard de timing, le seul programme frais, c'est-à-dire la seule nouveauté qu'on pouvait proposer aux téléspectateurs en période de Covid. Et en l'occurrence, comme tout le monde était un peu, entre guillemets, enfermé chez soi, il y avait un effet famille, un besoin d'évasion qu'on vivait en famille. Et pour la première fois, on a réuni un public extrêmement volatile, que sont les ados, les 15-24. Et donc, on est en constante augmentation sur les 15-24. Pourquoi, je pense? Déjà parce que on a des valeurs, et ça c'est vrai sur les fondamentaux qui fonctionnent aussi sur les jeunes, que parce qu'ils ont été nombreux à les regarder, ils en parlent à l'école, et ça on sait que c'est un vecteur important pour nous d'audience. Et puis peut-être aussi, ça j'espère que c'est un peu ma touche, moi j'adore les ados, ça fait des années que je parle avec tous mes programmes aux ados, et on fait attention à toujours avoir un élément dans lequel ils se retrouvent avec ce qu'on appelle le mirror effect. Et alors, la question qui brûle les lèvres de tous les fans de Koh-Lanta, c'était le vendredi soir. Oui. Pourquoi et mardi? là, c'est le mardi. Si je ne pose pas cette question, voilà. Dans tous mes dîners, on m'a dit tu reçois Alexia Laroche-Joubert. Il faut absolument que tu lui poses cette question. Non, mais surtout, c'est gentil de me la poser parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont insulté. Ils ne m'ont pas posé la question. Moi, je la pose. Alors, déjà, il faut savoir que c'est le choix du roi. Bah oui. C'est-à-dire que c'est la seule chose sur laquelle le producteur n'a pas la main, c'est-à-dire l'horaire de diffusion et le jour de diffusion, ça appartient à TF1. En l'occurrence, il m'en avait déjà parlé, j'avais refusé sur un anonyme et je leur avais dit si un jour vous voulez envisager, ça ne peut être que sur un légende, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous les all-stars, avec des gens qui sont connus. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont besoin, et ça revient aussi à une conversation qu'on a eue tout à l'heure, il y a pénurie de fiction.
ça coûte très cher, et la fiction américaine, en l'occurrence qui était la case du mardi, elle est maintenant soit trop ciblée, donc avec des fictions qui ne fonctionnent que sur un petit ciblage de personnes, soit elles sont déjà accaparées par d'autres studios, donc ils n'ont plus les moyens de les avoir. Donc il fallait qu'ils ouvrent une case de ce qu'on appelle divertissement, et quel meilleur programme pour ouvrir une case? C'est le plus fort, Koh-Lanta. Pas mieux. Parfait. Peut-être un mot encore là. Peut-être un mot. Alors, en 30 secondes, comment est-ce que vous voyez, alors c'est dur en 30 secondes, mais quelle tendance vous anticipez pour les années à venir? Vous parlez en télé? Oui. Ah, j'en sais rien. C'est ce que je vous disais. C'est compliqué. Moi, je suis pas Voilà, mais... Non, mais je suis pas une visionnaire. Et en plus, je pense qu'il y a des gens qui font des études et tout ça, et ils sont très bons. Moi, je suis une organique, je suis une instinctive. À un moment, on me dit d'aller à droite et je vais à gauche. Eh ben, c'est peut-être ça la clé du succès, Voilà. en fait. Hein. C'est peut-être ça, anticiper les tendances. Hein. Voilà, durer. Jean-François Rial, on parle tourisme et on a aussi une surprise pour vous. Il n'y a pas de raison. Hein. On sait que Voyageurs du Monde a un double positionnement, voyage sur mesure, voyage d'aventure. Il y a quelqu'un qui n'est pas franchement sur ce créneau, mais il a quand même guidé vos choix. Bonjour Jean-François. L'activité long courrier a été quasiment inexistante pendant la saison 2021. L'Europe a explosé, une grosse augmentation, et en particulier la destination France. 5e destination de voyageurs, première destination de terre-aventure. Est-ce l'occasion de renforcer le service réceptif France et qui peut devenir une destination majeure afin d'augmenter le nombre de touristes en France en 2023, en 2022, 2023 et 2024 ? Réponse à Jacques Maillot. Oui, Jacques m'a beaucoup inspiré parce que Jacques était un entrepreneur extrêmement engagé. Extrêmement engagé. Et deux choses qui m'ont inspiré chez lui, c'est son côté extrêmement engagé, hein, le droit au voyage, etc. Puis moi, quand j'étais jeune, il m'a fait rêver, hein, quand je voyais ces prix de vol sec sur le Pérou, pas cher, que je prenais mon gros catalogue de Nouvelles Frontières. Il a participé à faire de moi ce que je suis devenu. Puis la deuxième chose, c'est que c'était un formidable communicant, quoi. Alors moi, je trouve que je communique beaucoup aussi sur Voyageurs, mais il m'a inspiré pas mal là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne calcule pas hein, ces choses-là. Hein. On est naturellement communicant ou pas, mais sur ces deux sujets-là, on a vraiment beaucoup de points communs. Alors, pour répondre à sa question, je dirais qu'à partir du moment où notre clientèle internationale devient de plus en plus importante, non française, hein, elle achète évidemment plus de France que les Français, donc la France va forcément monter en puissance. On ne peut pas aller beaucoup plus loin sur notre production, parce qu'on sur nos deux angles, aventure et sur mesure, on fait tout. Donc, on est allé très loin depuis plusieurs années là-dessus. Mais effectivement, on a de plus en plus de clients américains, de clients canadiens, de clients brésiliens. Donc ceux-là, ils achètent de la France sur mesure ou du vélo. On fait beaucoup de vélo en France avec l'aventure. Mais est-ce que ça deviendra une destination plus importante? Oui. Très importante? Non. Et est-ce qu'on contribuera à monter aux 100 millions de touristes? Non, parce que nous, on est sur deux niches très pointues et on n'est pas sur des logiques de volume. Et sur la question sur les longs courriers, est-ce que, au fond, l'idée de se dire on peut vous emmener à 8 ou 10 000 km, mais en fait, on fera plus ça sur 10 jours, c'est plutôt des temps plus longs, parce que voilà, quand on fait beaucoup de kilomètres, vous disiez tout à l'heure, voilà, la taxe carbone, si on met 6 000 km Paris-New York, c'est 150 € de taxe carbone. Si je vous en fais faire 10 000, pour 10 jours, c'est un peu cher en carbone. Et donc, voilà, c'est 15 jours, c'est 3 semaines. Mais c'est ce rapport aussi à la temporalité du voyage. Alors, on ne l'imposera pas, nous, Benjamin, mais c'est extrêmement souhaitable et on le pousse. D'ailleurs, depuis 2 ans, avant le Covid déjà, la tendance à la réduction du nombre de jours de voyage en long courrier qu'on vivait depuis 15 ans, elle s'était inversée. C'est-à-dire que ça y est, on avait atteint la courbe basse et on remontait. Mais il est évident que moi, je donne toujours 2 conseils à ceux qui voyagent loin. Hein. Partez plus longtemps et restez plus longtemps dans les étapes dans lesquelles vous allez. Arrêtez de consommer des étapes, quoi. Arrêtez de faire Afrique du Sud, Botswana, Zimbabwe en 13 jours. Il n'y a rien de plus idiot. Faites-vous 3 étapes, pénétrez les lieux, flânez dans les lieux, comprenez-les, revenez-y même, je dirais. Moi, je suis un répétiteur hein, des pays que j'aime, parce que c'est la meilleure façon d'approfondir et de comprendre. Mais effectivement, ce que vous dites est très juste. Je pense que la taxe carbone et la prise de conscience écologique va augmenter la durée des voyages long courrier et va en baisser la fréquence. C'est certain. Mais est-ce que certaines destinations pourraient être abandonnées ?
Je pense pas. Non, il n'y a pas de raison d'abandonner certaines destinations. En tout cas, pas pour ces raisons-là. Ça a pu nous arriver dans le passé quand des pays mettaient en place des politiques touristiques qui étaient au détriment de leur population locale et qui déplaçaient les populations locales, comme ça a été le cas en Birmanie, par exemple, il y a 25 ans. Mais non. Non, je ne vois pas pourquoi. Encore une fois, moi, je ne crois pas du tout à l'histoire des quotas, à l'histoire des interdictions. Ça, c'est l'écologie punitive, c'est l'écologie des ringards. Personne n'achètera ça. Moi, je crois à l'écologie des solutions, à l'écologie joyeuse, mais par contre, à l'écologie incontournable. Ça, oui. Et donc, si vous voyagez en Nouvelle-Zélande et que vous voulez y aller 3 jours, je vous le déconseille vivement. Je ne vous l'interdis pas, mais je ne suis pas défavorable à ce que votre taxe carbone soit non seulement calculée plein pot, mais soit triplée. Ça me paraît pas mal. La destination France qu'évoquait Jacques Maillot dans son intervention. Vous avez la double casquette voyageur du monde et président de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Il y a une échéance qui se rapproche, qui est 2024, les Jeux Olympiques. Comment, au fond, ça peut d'abord aider l'Île-de-France, où vous disiez très justement qu'il y a énormément de salariés qui dépendent du tourisme, énormément de culture. Est-ce que c'est une étape qui peut permettre de structurer les choses? En tout cas, comment est-ce que vous le voyez dans la durée? Alors, c'est une question très intéressante. J'en parlais hier, d'ailleurs, dans le conseil d'administration de l'Office du tourisme, où les gens ont des idées qui ne sont pas les bonnes sur ce qui se passe. D'abord, il faut avoir conscience d'un truc. C'est quand vous avez des Jeux Olympiques dans un pays, ça fait baisser le tourisme. Voilà. Donc déjà, on va commencer par ça. C'est totalement Les gens évitent la destination ? Ben oui, parce qu'ils considèrent que ça va être pénible et trop cher. Bon. Et en plus, ils le font sur toute l'année. Donc au lieu d'être pénalisé un mois, on est pénalisé toute l'année. Alors, cette statistique, elle est systématique sur tous les pays. Voilà, c'est simple. Vous prenez 25 ans de Jeux Olympiques, enfin 50 ans de Jeux Olympiques, ou de Coupe du Monde de football, ou de Coupe du Monde de rugby, c'est toujours la même chose. Bon. Et on va avoir les deux en plus. Voilà. Rugby en 23, les Jeux en 24. Là, ça va être difficile. Croire que ça va faire monter le nombre de touristes, c'est l'inverse. Bon. Néanmoins, c'est très intéressant, les Jeux Olympiques. C'est très intéressant pour utiliser les Jeux Olympiques comme levier sur les objectifs stratégiques qu'on a. Mais pas pour qu'on les ait pour les Jeux Olympiques. Ça, c'est ce qu'on va raconter. Mais en fait, c'est pour l'avoir tout le temps. Je vous donne un exemple. Il faut plus de services à Paris. Beaucoup plus de services. C'est pas normal qu'il n'y ait pas plus de toilettes, qu'il n'y ait pas plus de facilité de transport avec des passes pensées, etc., etc. Il va falloir qu'on devienne on est la ville la plus visitée au monde, on va devenir la ville la plus moderne au monde en termes de services. Pour faciliter justement augmenter les services. Le voyage. Tout à fait. Augmenter l'impact écologique, améliorer l'impact écologique, etc., etc. Faire en sorte qu'on mette de la mobilité sur la Seine qui soit du transport en commun, en bateau électrique, en disant au préfet allemand accepte de nous déroger sur la vitesse, les appontements on va faire, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez mettre du vaporetto à la vénitienne à Paris, en clair, il faut que vous ayez l'accord de Madame Pécresse, l'accord du préfet de Paris, donc de l'État français, et l'accord de la mairie. Donc tous ces gens, ils ont toujours une bonne raison de pas s'entendre. C'est dommage Mais parce vous qu'il y oubliez avait les voies des navigables de stop, France. Voilà. Et donc tous ces gens ont toujours une bonne raison de pas s'entendre. Et ben il faut utiliser le levier des JO pour y arriver. Pour qu'ils s'entendent. Alors moi, Ouais, j'ai vu quand même que vous vouliez répartir le flux des voyageurs, Oui. des touristes à Paris, Oui. moins de touristes à la Tour Eiffel, plus dans le 19e Alors. ou en Île-de-France, et que vous vouliez mettre du beau partout. Exact. Alors, comment est-ce qu'on incite quelqu'un à aller visiter le 19e arrondissement? Eh bien en lui montrant par la communication de l'Office du tourisme, par exemple par son compte Instagram, par ses emailing, par ses posts. Si vous voulez, on n'a pas besoin de l'Office du tourisme de Paris pour expliquer qu'il y a le Louvre à Paris, qu'il y a la Tour Eiffel et qu'il y a le musée d'Orsay. Ça ne sert à rien. C'est l'argent des adhérents qu'on met à la poubelle. Par contre, expliquer qu'il y a un petit château dans l'Essonne qui est sympa, que personne ne connaît, qu'il y a des petites ruelles dans le 19e que personne ne connaît, qu'il y a un petit resto sympathique dans lequel il y a beaucoup de Parisiens, etc. Il faut répartir les visiteurs dans l'espace et dans le temps le plus possible. Chez Voyageurs du Monde, j'appelle ça voyager à contre-courant. C'est valable pour Voyageurs du Monde et c'est valable pour Paris. C'est même valable pour les Parisiens, si je peux me permettre. Voilà, on n'est pas obligé d'être des hordes idiotes de touristes qui allons tous à la même heure et au même jour et au même moment dans un endroit. Ça,
Non. Donc, alors, il y a ça une- répond à la question de Benjamin, de tout à l'heure. La question, c'est pas le volume. La question, c'est comment on répartit ce volume dans le temps et dans l'espace. Pardon, Benjamin. Il y a des zones touristiques internationales à Paris Oui, qui ont une législation particulière parce qu'on peut ouvrir le dimanche. Et exact. ça, c'est important. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de Paris une zone touristique internationale? Parce que quand on dit que la zone touristique internationale, c'est les Champs-Élysées, la Haute-Rivoli, On aggrave le etc., problème. on aggrave le problème. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, vous savez quoi, à Paris, c'est Open Sunday à Moi, Paris. je suis totalement Voilà. d'accord avec ça. Et je dirais même que de toute façon, je dirais qu'à partir du moment où on est dans une activité touristique, y compris en dehors de Paris intramuros, on doit pouvoir avoir le droit d'être ouvert le dimanche. Voilà. Pour moi, tout ça, ce sont des règles. C'est comme les musées. Moi, je veux que les musées ouvrent plus. Donc, il y a trop de monde au Louvre. Eh ben, ouvrons plus. Faisons payer plus cher ceux qui veulent nous privatiser ça la nuit. Comme ça, on versera des meilleurs salaires aux salariés et on permettra Oui, bien sûr. aux autres de devenir, etc. Il faut changer tout ça. Il faut dépoussiérer tout ça. Voilà. Moi, je veux que Paris devienne un exemple de la communication institutionnelle d'une destination. Parce que, pour revenir sur le beau, bien sûr, il y a des choses à changer dans Paris sur le beau, évidemment. Hein, la signalétique, les problématiques des poteaux jaunes, les végétalisations d'arbres, tout ça, on va changer. Bon, et j'ai réussi à vraiment bien travailler avec Emmanuel Grégoire là-dessus pour qu'on dépasse ces clivages de ça cache pas, etc. Et qu'on soit concret et que le beau soit un élément essentiel de la stratégie de la destination Paris. Bon. Mais ça va au-delà. Aujourd'hui, l'ensemble des opérateurs touristiques dans le monde entier, hein, les pays, les tours opérateurs, les villes, etc., ils adorent communiquer clichés, ringards. Voilà. Ils adorent les clichés et ils adorent les photos qui sont pas belles. Et bien tout ça, on va le changer. Et moi, je voudrais qu'on soit un modèle. Mais c'est ambitieux. Bah, écoutez, soyons un modèle, on l'espère. Allez, on poursuit avec les bonnes notes du mois. Et c'est l'heure des bonnes notes du mois. On commence par vous, Benjamin. Le gagnant est Dassault. Dassault Cocorico, le Rafale. On se souvient de 2016 et de la commande historique par l'Inde de 36 Rafales. Et bien là, en 2021, nous en sommes à 66 Rafales, 66 prises de commande. Alors il y a 12 d'occasion, 54 neufs. C'est naturellement une très bonne nouvelle pour Dassault. Et donc une très bonne note dans cet univers très concurrentiel qu'est le marché de la défense, mais c'est surtout une bonne nouvelle pour beaucoup d'entreprises invisibles, très peu connues, de ce secteur de l'aéronautique et de la défense, que sont les sous-traitants, qui sont dans les territoires. Pour faire un Rafale, il faut 500 entreprises qui interviennent, c'est près de 7000 personnes pour sortir un Rafale. Eh bien, cette bonne note, elle est aussi synonyme d'autre chose pour la France, c'est la question de la souveraineté qui est derrière. Et on a vu, cette semaine, on a eu une très mauvaise nouvelle. On a perdu, le groupe Naval Group a perdu un dossier, signé un contrat en 2016 de 56 milliards pour des sous-marins avec l'Australie. Et on a perdu ce contrat, ce qui veut dire que pour beaucoup de sous-traitants industriels, eh bien, c'est de la visibilité à 4 ans, à 5 ans, à 10 ans qui, voilà, les carnets de commandes vont s'estomper. Donc, très bonne nouvelle pour l'aéronautique, moins bonne nouvelle pour notre industrie navale. Mais je tenais vraiment à souligner cela parce que ce sont des invisibles, on les voit peu, ils participent à la fierté de la France, à notre savoir-faire, à l'excellence industrielle. On parle beaucoup de réindustrialisation, c'est formidable, mais on a une industrie déjà présente qui performe et où parfois eh bien, il y a le risque qu'elle passe sous pavillon étranger. On a chacun en mémoire une entreprise qui fait des appareils de vision nocturne. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais la vision nocturne, c'est stratégique quand vous avez des opérations comme la France peut en mener par exemple dans le cadre de l'opération Barkhane. L'entreprise s'appelait Photonis, elle a failli passer sous pavillon américain, elle est restée sous pavillon français, et donc c'est un double cocorico. C'est un grand service rendu à la fois évidemment à Dassault, et on est ravis, mais surtout à toutes les entreprises et à toutes les chaînes de sous-traitance dans les territoires. Ce sont des emplois qualifiés et qui permettent d'avoir un peu de souveraineté dans notre pays sur l'industrie. Alexia, votre bonne note. Alors moi, ça n'est pas français, c'est suédois. Je félicite Volvo qui a décidé d'octroyer 24 semaines de congé parental, que ce soit une femme ou un homme, qui peuvent étaler sur les 3 ans. Or, Volvo est une société où il y a énormément d'hommes. Et moi, je pense qu'on combat la discrimination, enfin, on est en faveur de la parité en tout cas, en faisant attention à la discrimination à l'embauche. Et ça évitera comme ça qu'un employeur se dise « Oh là là, celle-ci, elle va partir en congé maternité, donc je ne la prends pas, je préfère prendre un mec ». Voilà, donc je trouve ça magnifique, la parité du congé parental, je trouve ça essentiel à notre carrière, à nous. Voilà, on avance un peu en France, mais il faudrait aller encore un peu plus loin. C'est peut-être un modèle, sans doute un modèle à suivre d'ailleurs. Jean-François ?
Alors moi, j'ai choisi une petite start-up américaine qui est issue du MIT. Parce qu'ils ont fait, il y a quelques jours, une avancée. Ils avaient déjà fait quelque chose il y a plusieurs mois, et là, ils ont refait une avancée extrêmement forte sur le concept de la fusion nucléaire. Elle s'appelle Commonwealth Fusion System, cette petite start-up américaine. Elle a réussi à atteindre des niveaux de température dans un niveau de durée extrêmement important. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis même pas capable de comprendre moi-même. Enfin, la fusion nucléaire, si on y arrive, c'est de l'énergie propre infinie. Voilà. Donc c'est le truc parfait. On a de l'électricité infinie, on peut tout passer en transition écologique, on peut casser la gueule aux écologistes décroissants, dépressifs, et on peut faire de l'écologie joyeuse. Donc c'est génial. C'est Benjamin, vous voulez incroyable réagir? parce que Oui. j'étais à côté d'un très grand industriel français dont je tairai le nom il y a moins de 24 heures qui m'a parlé exactement de la même start-up. Et c'est vrai que c'est passé inaperçu cet été. Mais c'est probablement une des avancées les plus majeures. Et si on devait investir beaucoup d'argent, de recherche publique, privée, main dans la main sur un secteur, la question de la fusion. Et d'ailleurs, Benjamin, pour appuyer là-dessus, il faut savoir que les Chinois avancent très très fort aussi là-dessus. Et que nous, là, on est... c'est pas possible, quoi. C'est des secteurs stratégiques majeurs, quoi. C'est-à-dire que si on y arrive, c'est le soleil, hein, la fusion nucléaire. Vous avez compris, hein. Ah bah. Pas de déchets. Un seul numéro atomique, c'est l'inverse de la fission. La fission, ça fait plein de déchets. Là, voilà, l'énergie infinie. Merci beaucoup Jean-François Rial, merci beaucoup Alexia Laroche-Joubert, merci à vous de nous avoir suivis. C'est donc la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver en replay sur bismart.fr. Et nous vous donnons rendez-vous le 23 octobre prochain avec de nouveaux invités et de nouvelles stratégies. À très vite dans Smart & Strat.